force qui existe. Le problème pour les Africains, c'est comment se donner de la force et de la puissance. C'est ça. Mais dans le système actuel, il y a ce qu'on appelle l'influence et la puissance. La puissance, c'est la capacité de A à faire adopter à B un comportement qu'il n'aurait pas adopté s'il n'avait pas été ordonné de le faire de manière directe. C'est ça la puissance. Et l'influence, c'est la même chose, mais de manière indirecte, en utilisant d'autres leviers, mais pour obtenir le même résultat. Ça, c'est l'influence. Donc ce n'est pas direct, mais c'est indirect. Alors, il y a quand même un certain nombre d'instruments dans le monde. Il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour amener ceux qui ne veulent pas aller vers une direction à y aller quand même. Et je pense que c'est ça qu'il faut inverser. C'est sur ça qu'il faut travailler désormais. Et à se donner, pour l'Afrique, il n'y a pas de honte à dire que l'Afrique doit adopter une politique de puissance. Ce n'est pas une honte de le dire. Nous étions 250 millions en 1960. Aujourd'hui, nous sommes, à partir de novembre 1989, nous avons dépassé le cap du milliard d'habitants. Donc ça veut dire que nous avons à l'intérieur du continent ce que je appelle, moi, une puissance, une masse critique, voilà, une masse critique pour impulser le développement, à condition que nous nous donnions les outils de le faire, mais surtout la conscience de le faire. Ce qui manque surtout en Afrique aujourd'hui, c'est la conscience de nous-mêmes. Je suis d'accord. Beaucoup d'Africains sont les premiers anti-africains. Quand nous tenons le langage que nous tenons, et Dieu seul sait, les conférences que j'ai pu donner à travers l'Afrique, mais à travers le monde, mes premiers contempteurs, quand je parle d'une capacité de l'Afrique à s'en sortir, malheureusement, c'est d'abord les Africains, qui n'y croient pas, qui pensent que ce sont des rêves d'un universitaire. Il sortira de ce rêve pour revenir soi-disant à la réalité. Mais quand vous avez cette posture mentale, vous ne pouvez pas vous avancer. Alors, Mbamba Bokbasson, vous qui dites revenons aux sources, reconstruisons le socle. La bonne noire. Il faut donc aujourd'hui faire face aux puissants et aux influenceurs. C'est la spiritualité. Ça revient au même. Comment on sort de là? La confiance, ce n'est que la spiritualité. Qu'est-ce qui dope l'esprit? Quand le médecin vous dit, si vous y croyez, vous n'allez pas mourir, vous pouvez vaincre la maladie. Parce qu'il faut faire que le cerveau entre en résonance avec de nouvelles capacités créatrices qui font que vous réduisez sa chute. Si vous dites au cerveau que vous ne voulez pas être riche, il va vous dire moi-même je ne voulais pas être riche. Si vous lui dites que je serai riche, il exécute. Le cerveau fonctionne par la volonté. Et cette volonté ne peut être que spirituelle. Je vous explique pourquoi. L'Occident du 9e au 14e siècle est dominé par l'islam. C'est l'islam arabe qui lui enseigne d'où viennent ses ancêtres. L'Occident arabe découvre ses ancêtres par les Averroès, tous les savants là qui sortent en Andalousie. Voilà, en Andalousie, surtout dans la zone d'Andalousie. Alors l'Occident dit que, mais si ce sont mes ancêtres qui ont tout fait, je fais quoi avec les Arabes? C'est ça la Renaissance. On recommence à étudier la Grèce et Rome. On reporte sur la Grèce et Rome les capacités d'initiative nouvelles. On réétudie Platon, on réétudie Aristote, on réétudie les mœurs métaphysiques de la Grèce et ça donne ce que vous voyez, le siècle des Lumières. C'est pour ça que je vous dis, ne vous trompez pas. Périclès. Bien sûr. Nous, c'est pareil. Le Mali a été première puissance du monde. Tombouctou, c'était tout le monde y venait. C'est de là que vient tout ce monde arabe qui va coloniser l'Andalousie. L'Égypte pharaonique, pareil. Mais qu'est-ce qui a créé ça? C'est pas la discipline pour la discipline. C'est la spiritualité qui était en vogue. La preuve, il n'y avait pas de prison. Comment vous pouvez avoir 500 millions d'habitants dans un empire comme le Mali sans une seule prison? Sans qu'il y ait un seul chômeur? Mais posez-vous des questions. Les calculs de Louise-Marie Diop-Maïs nous disent que avant la colonisation, il y avait 800 millions d'habitants dans cette Afrique que vous voyez. Presque le même taux qu'aujourd'hui. Comment le Cameroun, qui a 20 millions d'habitants, a les prisons pleines, et comment un empire de 500 millions d'habitants n'a pas de prison, y compris dans nos villages actuels où il n'y a pas de prison? Parce que c'est une vision du monde différente. C'est pour ça qu'ils se sont développés.
Et lorsque le christianisme et les missionnaires sont arrivés, ils ont cassé la mouvance et on a des retombées d'une élite malsaine, incompétente, qui triche partout, qui va chercher tout. Et brusquement, vous ne pouvez pas avoir de développement. Et qui se reproduit aussi. Vous ne pouvez pas avoir le développement face à une élite comme celle-là. Donc il nous faut refaire la renaissance. N'oublions pas que l'occidental ne vient plus maintenant. Il se fait remplacer par nous-mêmes. Mais par nous-mêmes, c'est pour ça qu'on doit faire la renaissance, exactement comme ils l'ont fait avec le monde arabe. Qui les a sauf que colonisés. vous avez des contempteurs pour emprunter au prof qui, lorsqu'il essaie de vendre une autre vision de l'Afrique, ce sont des Africains qui s'opposent à lui. D'abord. Mais c'est d'autres Mbambok qui vont s'opposer à toi, Mbambok. Oui, mais la renaissance ne s'est pas faite facilement. Vous avez entendu Galilée, il a failli à mourir. Son ami Giordano Bruno a été brûlé. La chasse aux sorcières, l'Inquisition. Mais la résistance a toujours été. Je veux dire que ce que vous voyez n'est pas fatal. C'est même parce qu'il y a ça que nous devons résister. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le désordre. Le désordre, si vous ne l'arrêtez pas et vous ne mettez pas en marche une égantropie, comme on dit, vous êtes mort. Parce que c'est une loi naturelle, la mort. Une société qui ne s'éveille pas à sa vie décède. Pourquoi ils sont sur nous? Parce qu'on est un cadavre. Quand un cadavre est pourri, les mouches viennent. Et pour que les mouches ne viennent pas, il faut renaître. Pour renaître, il faut reconstruire mentalement et scientifiquement la société. D'où le travail de Cheikh Anta Diop. Vous êtes juriste de formation? Non, je suis géologue. Non, vous êtes géologue. Pourtant, vous êtes auteur de cet ouvrage. La théorie du droit en Afrique, concept, objet, méthode et portée. Moi, je l'ai commandé parce que je suis juriste de formation. Je me suis dit, ben, tiens, s'il y a un ouvrage sur la théorie du droit en Afrique, ben moi, je vais me le procurer. J'avoue que je ne l'ai pas encore entièrement lu. Mais je vous pose la question, j'ai eu envie de vous la poser depuis. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et c'est dans le prolongement de la question que j'ai posée au prof tout à l'heure. Vous êtes en train de systématiser. Je rappelle que dans l'université de Yaoundé 2, il y a par exemple tout un département de théorie du droit où tous les grands ouvrages qui sont étudiés sont effectivement des ouvrages français, américains, puisque le droit que nous apprenons, c'est le droit gréco-romain, romano-germanique, c'est ce droit qui est revenu en Afrique. Donc vous pensez qu'il y a un droit africain, encore qu'on pourrait trouver une nuance dans votre titre, la théorie du droit en Afrique et la théorie du droit africain, ça pourrait être deux choses. Mais s'il y a des royaumes africains, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait le droit? Vous pensez que l'empire du Mali s'est fait comme ça? C'est ça le problème. Vous pensez que l'Égypte s'est fait comme ça avec le droit positif? Le droit positif est tardif. Avec Machiavel, tout au plus, bon, Aristote, c'est vrai, mais ce n'était pas ça le droit positif. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je tente de faire ce que les autres devraient faire. Nous tous, nous devions faire. J'ai aussi écrit en économie, une théorie économique africaine. J'ai écrit la philosophie africaine. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Mais les autres ne sont pas préoccupés. Ils ne sont même pas passionnés. Du coup, je me donne un projet. Justement, l'Afrique ne passionne pas beaucoup de chercheurs. Parce que c'est le niveau d'aliénation qui est atteint. Vous êtes dans une nasse complète. Le professeur Ngando m'a permis de faire un séminaire là-bas et je m'en suis rendu compte. Oui, il est le chef il est par ailleurs le directeur du centre de ressources documentaires de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Et il est chef du département de pluralisme, théorie et pluralisme juridique. L'avantage, c'est que l'historien du droit, donc il sait que personne ne peut s'accaparer la légitimité du droit. Et c'est ainsi qu'il m'appelle. Or, je me rends compte que les étudiants ne savent rien sur les enjeux du droit, de la pensée qui se fait. J'ai été obligé de refaire près de 20 pages pour leur dire que ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'eux, ils pensaient que c'est moi qui leur apporte des choses qui me passent par la tête. J'ai dû prendre tous les auteurs qui disent de l'Afrique des choses extraordinaires pour leur dire vous-même lisez. Voilà ce que vos maîtres eux-mêmes. Vous aimez les Blancs? Je vous donne donc ce que les Blancs écrivent. Le problème, c'est que vous ne voulez pas lire. Vous voulez vous contenter de ce peu-là qui est venu tardivement et puis vous croyez que c'est sur cette base que vous allez... Vous abordez là une question qui est si chère au professeur Pondi. Je rappelle qu'à l'université de Yaoundé 1, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait une foire du livre. Et on échangeait sur la 40 000 livres et il me disait qu'il ne sentait pas un réel enthousiasme des étudiants à aller s'en procurer. Parfois, somme très modique. 1000 francs. 500 francs. 500 francs, c'est pas. Mais les enseignants, même, ça ne les intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord la méthodologie.
Il ne faut plus permettre aux étudiants de faire des thèses si la question posée ne s'en réfère pas prioritairement, au moins dans un chapitre ou une première partie à l'Afrique. Parce que ce vide qu'on crée autour de l'Afrique, vous faites des thèses de droit, des thèses d'économie, mais nulle part on ne dit ce que l'Afrique a fait au produit. Comment voulez-vous être compétitif pour demain? Ou bien fier. Ou fier de vous-même. Surtout que sur ces questions qui sont un peu aériennes, les Occidentaux, ils ont travaillé là-dessus. Parfois parce que la ressource documentaire aussi est plus accessible quand on travaille sur ces questions qui ont été abordées par les Occidentaux. C'est le manque d'audace. Même si on vous montre ce qui a été dit, si c'est même dit par exemple blanc que pouvoir, bon, vous allez dire que c'est pas bon. Tu vois, la question est là. La question de la théorie. Quand on met quand on met chapitre 1, la Constitution, chapitre 2, les partis politiques, chapitre 3, les syndicats, je dis au hasard. Mais ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous avez une tradition de théorie politique des partis, des syndicats? Il faut que nous remettions les théories dans tous nos systèmes éducatifs. Théorie du droit, théorie de l'économie, théorie de l'architecture, sociologie, philosophie, etc. L'Africain qui n'a pas ça est un mauvais Africain. Il va produire dans le cadre du relais du modèle occidental qui par ailleurs l'a servi. Vous voyez, on est en train de nourrir l'Occident de nos propres turpitudes en ayant le sentiment qu'on est des gens sérieux. C'est bien d'être professeur et même agrégé. Vous remettez en cause l'agrégation. Pour dire le droit positif, pour dire le droit positif que je vois, dans ce livre, j'ai un objectif. Je dis, le modèle du droit occidental est un mauvais modèle, puisqu'il s'en tient à un président et à des États qui s'en tiennent à leurs seuls intérêts contre les autres. Est-ce qu'un droit doit le faire? D'abord éthique, sur le plan éthique. Ensuite sur le plan scientifique. Parce que le modèle africain est fondé sur l'ordre de l'univers indépassable. Alors que le modèle occidental est fondé sur la subjectivité d'un peuple historiquement situé. D'ailleurs, il vient même tardivement dans l'expérience de vie humaine. Et il a la prétention de dire le droit pour tous les peuples qu'il a asservis avec l'épée. Quel est ce droit qui marche avec l'épée? Vous voyez, il y a quand même des choses. Vous devez réfléchir. Ça je n'ai pas la prétention d'avoir fait grand-chose. Mais si vous vous en emparez, vous allez vous rendre compte dans tous les domaines. L'Occident ne peut pas rivaliser avec la pensée africaine. C'est notre défaite mentale qui nous le fait croire. Je vais prendre la définition pour terminer de l'Afrique. Connaître grand C, au sens où Edgar Morin l'entend, c'est comprendre l'ordre de l'univers et agir en toute connaissance de cause en fonction de cet ordre. Les deux sont importants. L'Occident sait scientifiquement, il ne connaît pas l'ordre de l'univers et il n'est pas capable d'agir en connaissance de cause. C'est la seule définition de la connaissance qui puisse exister, que l'Afrique, les maîtres de la connaissance ont donné.